Voilà, nous nous retrouvons pour cette dernière heure de 24 heures chrono, Mondissimo, après ce tour du monde, ce tour des 24 villes. Dernière heure sur ce plateau. Je reçois deux invités avant d'en accueillir d'autres dans les minutes qui viennent. Je reçois tout d'abord Hélène Conway-Mouret. Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre des Français de l'étranger. Vous allez bien sûr nous dire comment vous situez votre ministère dans cette opération. Et je recevrai également Henri Bazerque, que l'on a vu tout au long de cette émission, que nous trouverons tout à l'heure pour un bilan. Alors tout d'abord, madame, nous allons parler de l'expatriation, de la mobilité, ce qui est l'une des fonctions de votre ministère. On ne peut pas naturellement faire abstraction de l'actualité des Français qui sont aussi otages, qui sont aussi peut-être en Algérie dans une situation dangereuse, complexe, difficile. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner, notamment sur les otages, pour rejoindre ce thème d'actualité? Alors, bien entendu, nous pensons à nos otages. Dans cette émission aussi. Bien sûr. Tous les jours, nous restons mobilisés. Nous espérons que nous pourrons les libérer un jour, mais pour l'instant, nous n'avons pas, bien sûr, d'autres informations. Pour la situation en Algérie, elle est évolutive. Elle est évolutive. Nous n'avons pas confirmation qu'il y ait un otage français. Et là, je vais envoyer un appel en fait à tous les Français qui sont à l'étranger, qu'ils soient de façon temporaire ou passagère, de s'inscrire dans les consulats, parce que aujourd'hui, si nous ne savons pas si un de nos ressortissants est détenu otage, c'est parce que cette personne, de toute évidence, ne s'était pas inscrite au consulat. Alors, c'est la première fois que vous participez à cette émission en tant que ministre, donc en charge des Français de l'étranger. Comment est-ce que vous situez cette population? On dit parfois que les Français s'expatrient moins volontiers que d'autres nationalités. Comment est-ce que vous vivez, vous estimez cette mobilité, vous l'encouragez? Et quels sont les outils que vous proposez à ces Français établis hors de France? Alors, je ne sais pas si je l'encourage, en tout cas je l'accompagne, je la facilite. Nous avons des outils extraordinaires, nous n'en parlons pas suffisamment, je crois. Un formidable réseau consulaire, oui. Absolument, nous avons des ambassades, des consulats qui offrent un service public de qualité. Nous assurons aussi la sécurité de nos ressortissants. Bien sûr. On le voit en ce moment avec ce qui se passe au Mali en particulier. Et puis, bien sûr, nous avons un réseau scolaire qui est unique au monde avec 450 établissements et 300 000 élèves scolarisés. Donc, nous assumons deux missions, en fait, puisque nous scolarisons à la fois nos ressortissants français, enfin les enfants, mais aussi les populations locales qui ont envie d'être francophones et en tout cas qui sont francophiles. Alors peut-être un mot à propos de cette scolarisation. Les règles du jeu ont un peu changé depuis l'élection de François Hollande, notamment sur la gratuité de cette scolarité ou sur l'introduction d'un système de bourse. Alors, la gratuité était une illusion, c'était une prise en charge. D'ailleurs, le terme avait évolué avec le temps. Et nous avons pensé qu'il valait mieux s'adresser directement aux familles les plus démunies, que l'État français avait bien sûr vocation à aider ceux-là en priorité. Et les finances publiques étant ce qu'elles sont, nous ne pouvons pas faire aujourd'hui preuve d'une très grande générosité, mais suffisante en tout cas pour nous occuper de toutes les familles qui ont besoin d'une aide de l'État pour scolariser leurs enfants à l'étranger. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons donc redéployer l'ensemble des crédits, nous n'avons pas fait d'économie, sur une enveloppe des bourses globales pour le monde et nous offrons cette aide à la scolarité aux familles qui en ont besoin. Alors qu'est-ce que le gouvernement français, qu'est-ce que votre ministère fait concrètement au quotidien pour ces Français dont le nombre augmente légèrement? Oui, puisque à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 1 600 000 Français enregistrés. Nous savons qu'il y en a à peu près 2 500 000 à l'étranger. Ce que nous faisons tous les jours, eh bien, nous sommes en pleine réflexion et rénovation de notre réseau consulaire pour que le service public rendu soit plus efficace et que les agents consulaires aient aussi aujourd'hui à disposition en tout cas pour leur faciliter le travail et simplifier leurs tâches. Nous avons aussi un groupe de travail pour réfléchir à l'ensemble de notre réseau scolaire, pour avoir une vision stratégique du déploiement ou redéploiement dont nous avons besoin pour être au plus proche et planifier l'avenir, c'est-à-dire nous trouver là où les Français vont aujourd'hui en masse, plus à l'Est et aussi au Canada par exemple. Donc voilà, nous essayons de répondre en tout cas au présent et de nous inscrire dans l'avenir.
Alors vous êtes dans une émission où vous avez entendu ou rencontré des entrepreneurs, des formateurs, initiative importante, intéressante, hein, qui concourt à votre propre travail. Absolument, je crois qu'il faut faciliter, enfin, féliciter, remercier et faciliter aussi le travail, mais certainement féliciter tous ceux qui donnent la parole à ces Français qui réussissent merveilleusement bien à l'étranger, dont on parle souvent comme étant des exilés fiscaux, avec une publicité qui est faite et qui est absolument... Là aussi, nous montre, mais oui, mais il y a en effet quelques personnes qui partent et puis... c'est évidemment très minoritaire dans le nombre des Français qui vivent. Et puis finalement, les 2,5 millions qui sont à l'étranger. Enfin, nous avons des aides sociales. Si tous ces Français étaient des exilés fiscaux, il y aurait moins besoin d'aide sociale et de scolarité probablement. Où en est-on? Ça fait donc 24 heures que cette opération est lancée, Ribazerque. Donc beaucoup de monde, vous nous direz ça plus précisément tout à l'heure. Des témoignages, une attente, qu'est-ce que vous nous en dites? On donnera les chiffres un petit peu tout à l'heure, justement, comme ça on aura des chiffres réels à la fin de cette émission. Il y a un engouement spectaculaire. Donc les gens sont très heureux, sont très contents. À la fois, on touche à la fois les gens qui cherchent des marchés, donc les porteurs de projets qui veulent partir à l'étranger pour monter une entreprise. Donc les exportateurs également qui cherchent des marchés et qui essayent de découvrir des marchés à travers ces émissions. Et puis surtout, on accompagne les familles pour leur permettre justement d'avoir pratiquement toutes les thématiques à leur portée, avec des témoignages d'expatriés, avec des spécialistes, qui soient avocats, conseils juridiques, experts comptables, entreprises. On a, grâce à tous les partenaires, que ce soit les chambres de commerce à l'étranger, les conseillers du commerce extérieur, on a près de 40 partenaires qui apportent chacun leur expertise. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fois les jeunes qui veulent partir à la fin de leurs études et les entreprises qui veulent justement gagner des parts de marché, on s'aperçoit que c'est un engouement fantastique. On a essayé, nous, de faire découvrir des nouvelles destinations que les Français ne connaissent pas. On a vu la réussite de l'émission sur la Sibérie ou sur l'Uruguay. Au-delà des images toutes faites, en effet, aller s'établir en Sibérie, aller dans certains pays où on pense être en danger, et ce ne sont pas ceux que l'actualité nous renvoie. Exactement. On a traité Johannesburg, on s'aperçoit que ce n'est pas dangereux. On a traité Mexico avec des témoignages, des entreprises, ce n'est pas dangereux. On s'est rendu compte que les Sibériens adoraient la France. Ils avaient un cœur très chaud malgré les moins 25 degrés à l'extérieur. Voilà, ça a été des émissions pour chasser les idées reçues. Et il est tout fait, Vous les rencontrez partout dans le monde, ces Français? Oui, il y a peu de pays, finalement, qui n'aiment pas les Français. Enfin, je crois qu'ils sont bienvenus partout. Il y a une attente de la France. La France est écoutée, est entendue. Et je crois que nous sommes un peu timides finalement pour présenter ce qui marche. Et c'est pour ça que je pense que cette initiative est fabuleuse, parce que ces Français qui réussissent à l'étranger finalement montrent que nous sommes capables de prendre des risques, que nous sommes capables de faire des choses et créer un équilibre avec la morosité un peu ambiante, négativité que l'on trouve en France et qui surprend d'ailleurs quand on revient. Et que l'on voit que les choses finalement sont pas si mal, que la France a des atouts, que nous pouvons faire des choses et que nous sommes respectés. Et donc attendus. Et donc attendus absolument. Vous avez également lancé un concours. Vous avez essayé d'associer un certain nombre. Tout à fait. On a fait un concours en coproduction avec TV5. On a demandé aux nombreux vidéastes amateurs de nous envoyer leurs vidéos. Et Gilles Bigot, le directeur général, qui va nous rejoindre, donnera les 3 gagnants. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a reçu de très nombreuses vidéos du monde entier, faites par des francophones ou des Français. Et donc, il y a un jury qui a sélectionné ces 3. Et pour répondre aux nouveautés, justement, qui découlent chaque année des 24 heures chrono, en mai 2013, le 21 mai, nous lançons pour la première fois une télévision à Paris, Paris 21, qui va être une télévision en 8 langues. Une langue française, bien évidemment, pour aider les exportateurs à trouver des nouveaux marchés, et 7 langues, espagnol, portugais, brésilien, arabe, chinois, japonais, anglais, bien évidemment, et russe, pour permettre à tous les étrangers de découvrir Paris
ceux qui veulent investir dans Paris, ceux qui veulent racheter des entreprises, monter des entreprises, qui soient indiens, coréens, et donc ça va donner la possibilité justement voilà, de mieux faire connaître notre pays auprès des étrangers. C'est important aussi que des étrangers viennent s'établir en France, naturellement. Absolument, mais la mobilité, c'est dans les C'est deux dans les deux sens. sens, oui. Quand nous accompagnons nos Français à l'étranger, il est bien évident que nous travaillons aussi à leur retour en France. Parfait. Merci d'être venu témoigner. Alors, on a vu dans cette émission, il y a beaucoup d'outils consulaires, scolaires, etc. La France peut faire plus, peut accompagner davantage à d'autres outils. Vous travaillez sur la sécurité, oui. Sur la sécurité, sans cesse, oui, avec le centre de crise et aussi avec nos ambassades. Et puis, bien sûr, dans tous les domaines, nous pouvons toujours faire mieux. Mais nous faisons déjà beaucoup et nous sommes dans une logique de modernisation et d'accompagnement, en tout cas, d'être au plus proche de la réalité. C'est pour ça que nous avons besoin des témoignages de ces Français. Nous avons besoin de partager leurs expériences pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. C'est ce que 24 heures chrono a essayé de faire dans cette émission. On va poursuivre après une page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Nous poursuivons cette dernière heure donc, de 24 heures chrono avec d'autres invités. Yves Bigot vient de nous rejoindre. Heureux de vous accueillir, encore que vous soyez un peu chez vous, donc j'ai un peu de mal à vous accueillir. Enfin, c'est récent. Voilà. Directeur général, nouveau directeur général de TV5 Monde, partenaire de 24 heures chrono. C'est une mission aussi de TV5 Monde que d'être sensible, évidemment, à ce public des Français établis hors de France. Bien sûr, j'ai moi-même été un expatrié, donc je suis particulièrement sensible à cette situation. Bien sûr, dans notre public, nous nous adressons aux francophiles étrangers, mais bien sûr aux francophones de l'étranger, qu'ils soient français, canadiens, belges, suisses. C'est une mission très importante puisque TV5 est leur rapport, votre rapport direct avec le pays. Alors ça a à la fois un aspect service, d'abord en mettant à disposition les journaux des différentes chaînes contributives, plus notre information propre. Très mobilisée en ce moment avec l'actualité, évidemment. Celle de TV5, évidemment, alors au cœur de l'actualité, mais aussi, pas seulement l'information, mais nous sommes une chaîne généraliste, et je dirais même supra-généraliste, puisque ces différents constituants sont des différentes nationalités francophones. Donc on amène aussi bien des programmes jeunesse, des programmes éducatifs, d'apprentissage du français, mais aussi du magazine
magazines, des documentaires, de la création, des téléfilms, bien entendu du cinéma, mais aussi des émissions de divertissement, des jeux. Donc vraiment tous les modes de communication et tous les genres de la télévision, ce qui permet donc de garder un lien affectif et puis en même temps de rester, tout en étant parfois sur un fuseau horaire décalé, à la même heure que le pays d'origine. Et donc voilà, j'ai été expatrié, je sais combien c'est essentiel de garder ce lien, évidemment. Mais bien sûr, parce que même si on est très heureux dans son pays d'accueil et qu'on y a beaucoup de succès, voilà, c'est comme le lien qu'on veut garder avec ses parents. C'est pour ça qu'on dit la mère patrie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous le disiez tout à l'heure, avec TV5 Monde, ce concours. Voilà, on a fait un concours, une ville en images, et on a reçu de très nombreuses vidéos. On en a sélectionné 15, qu'on a vues d'ailleurs pendant ces 2 jours derrière les films et derrière les émissions. Et il y a donc 3 villes qui ont gagné. Donc la première, pas les moindres, hein, il faut dire. C'est 3 beaux endroits où j'ai résidé, dans les 3 d'ailleurs. Je ne sais pas moi qui ai fait les films. Il n'y a pas de rapport entre ceci et cela. Non, absolument pas. Non, parce que j'ai résidé dans d'autres aussi. Okay. Donc la première, c'est Rio de Janeiro. Voilà, ça a été un film donc d'amateur réalisé par Antoine Appia qui a gagné ce concours. En deuxième, c'est la ville de Los Angeles. Voilà, un film réalisé aussi par un autre Français, Pierre-Loup Durand. Il y a beaucoup de Français qui sont dans la télévision, le cinéma, la vidéo à Los Angeles. Hein. Exactement. Le matériel est sur place. J'ai mon copain Olivier Mine, par exemple, qui s'y est installé il n'y a pas très longtemps, qui travaille. Et puis la troisième, c'est Paris. C'est Paris. Vous avez également résidé. Oui, assez longtemps. Ouais. Voilà, réalisé par Nassim Aka. Donc c'était une première que nous faisions avec TV5. On remercie d'ailleurs TV5 Monde de nous suivre. Pourra-t-on voir ces vidéos sur votre site? Alors voilà, sur mondissimo.com toute l'année, et juste après cette émission, on va les projeter. Bien, on va donc recevoir d'autres invités. Quelle orientation, quel bilan faites-vous de cette rencontre des 24 heures, sans parler effectivement, on le verra tout à l'heure, donc de l'adhésion du ou des publics. C'est maintenant une institution, c'est lancé avec une grande chaîne généraliste telle que TV5 Monde. Oui, ce qui est fabuleux, c'est que à la fois depuis 7 ans qu'on a créé avec TV5 cet événement, on a maintenant des gens qui veulent venir voir les émissions en direct, qui n'ont rien à faire avec les émissions. Donc beaucoup de monde à voir les émissions en direct. Donc ça, c'est nouveau. La deuxième, c'est que on reçoit beaucoup de sollicitations de gens qui veulent qu'on aille dans leur pays ou dans leur ville. Donc ça également, c'est nouveau. Autre chose, c'est qu'on a reçu près de 200 vidéos de Français, parce qu'on avait fait un appel par Internet justement pour que les gens qui voulaient participer, de Français qui nous ont envoyé spontanément leurs vidéos pour expliquer comment ils vivent leur vie dans les différentes contrées à travers le monde. Et les gens veulent tous qu'on fasse leur ville. Donc voilà, donc malheureusement, il n'y a que 24 heures. On en fait déjà 24, c'est beaucoup. 24 de direct, donc c'est déjà un événement important. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens sont excessivement contents, satisfaits, qu'on s'intéresse à eux, qu'on vienne les voir. Et donc entre les directs grâce à Skype, les gens qui viennent sur le plateau, près de 200 personnes qui viennent sur les 24 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et près de 800 personnes ont été contactées pour ces émissions. Donc voilà, donc on espère continuer et puis préparer les 8e éditions des 24 heures l'année prochaine. Vous ne piégez pas le directeur général de TV5 Monde, mais peut-être va-t-il marquer son intérêt pour la poursuite de cette en espérant. Bien volontiers. Et c'est très important d'ailleurs que tout le monde comprenne qu'on est justement désormais dans un monde qui est globalisé et que on peut être citoyen d'un pays, être amené désormais, comme les Américains eux s'y sont habitués depuis longtemps, et à voyager, à être amené au cours de sa carrière, à vivre, ou simplement de sa vie personnelle même, à changer de pays, à être un jour dans une ville, un jour dans une autre, etc. Et à le faire avec plaisir, et justement en ayant, en gardant ce lien avec le pays d'origine pour ne pas vivre l'expatriation comme ça pourrait être le cas, comme un exil, ou comme un moment de souffrance, ou en tous les cas, ou une parenthèse, mais comme étant un moment, au contraire, d'épanouissement et de découverte importante dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, au-delà de l'image de marque, il n'y a pas que l'exil fiscal qui fonctionne, même si l'actualité nous le ramène, dans des contrées lointaines ou parfois très proches. C'est très marginal, et quand on a été expatrié, quand on a du mal à rentrer.
On a beaucoup de mal à rentrer, on n'a qu'une envie, c'est de repartir ailleurs. Donc c'est un virus qu'on attrape jeune quand on part jeune à l'étranger. Alors c'est vrai, mais pour ce qui est des impôts, par exemple, non, moi quand j'étais en Belgique, on paye plus d'impôts en Belgique qu'en France quand on est salarié. On parle peut-être dans cette émission parfois d'une moindre envie des Français de s'expatrier. Vous avez beaucoup vécu à l'étranger. Alors vous étiez l'une des exceptions où on rencontre une demande, un besoin de Français de s'expatrier. Vous en avez vu beaucoup? Je pense que peut-être que la difficulté qu'ont connue les Français à s'expatrier, c'est peut-être que pendant très très longtemps, on a été très en retard par rapport à d'autres pays sur l'apprentissage des langues. Et que donc, évidemment, c'est un handicap supplémentaire et une crainte que de se retrouver dans un pays dont on ne va pas maîtriser la langue. Je pense que ce retard maintenant est rattrapé et c'est une des raisons sans doute du dynamisme maintenant des Français à l'étranger. Après, il y a peut-être quelque chose qui a joué un petit peu, c'est qu'on venait d'un pays qui avait été un empire colonial et que pendant la période de décolonisation, il y a eu peut-être une réticence aussi à vouloir aller travailler à l'étranger pour ne pas être pris presque comme un immigrant dans des pays comme les États-Unis ou au contraire un néocolon dans les anciennes colonies. Donc il y a peut-être eu une notion culturelle comme ça qui a été handicapante pendant quelques courtes décennies. Parce qu'au 18e, les Français voyageaient beaucoup, au contraire, et au 19e aussi. En tout cas, voilà, on continue à voyager, les Français de par le monde, et ils ne partent pas sans TV5 Monde, leur chaîne, naturellement. Nous sommes là partout auprès de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 235 millions de foyers dans 20 pays et territoires. 200 pays et territoires. Voilà. Alors on va poursuivre. On vous retrouvera tout à l'heure pour faire un peu le bilan de cette opération. Merci Bigot d'être passé sur ce plateau, dans votre studio également. On va poursuivre après cette page de publicité. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Voilà, autre regard sur cette expatriation ou ce retour lorsqu'on est parti donc en France. Il s'agit de l'immobilier. Nous allons faire un gros plan sur la situation du marché immobilier à Paris avec deux spécialistes, un notaire, maître Pascal Bonne, merci d'être ici, et de l'étude Jacquin et Associés, et Richard Zipping, directeur général d'un groupe emblématique dans les biens un peu, on va dire, haut de gamme, sans faire de pub particulière pour vous. Il s'agit du groupe Barnes. Alors, je vous entendais en parler tout à l'heure. Situation de l'immobilier à Paris. Vos avis, c'est plutôt bon signe, étaient assez convergents. La crise n'échappe pas, n'est pas étrangère à ce secteur d'activité. Alors, par exemple, dans votre secteur, vous avez des biens haut de gamme. Vous les vendez toujours aussi facilement. Vous avez baissé les prix. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je peux vous parler de l'année 2012, puisque c'est celle qui vient de se terminer. Je crois qu'elle est d'actualité. On a vécu une année 2012 relativement difficile. Le premier semestre s'est bien porté, le deuxième beaucoup plus dur. Ce que nous avons constaté, c'est que l'année 2012 est caractérisée par une crise économique européenne majeure, par des élections présidentielles, un changement de gouvernement, de nouvelles lois fiscales. Et tout ça fait que le client acquéreur, qu'il soit français ou étranger, a été particulièrement fragilisé sur ses décisions d'acquisition. Et on a vu un deuxième semestre beaucoup plus difficile. Maître Bonne le confirmera, mais nous constatons globalement sur les biens au-dessus d'1 million d'euros à Paris, qui est considéré comme l'immobilier de qualité, on a constaté une baisse de l'ordre de 40% du nombre de transactions, et non pas des prix. Et donc vous vendez moins de biens, mais au même prix. On vend moins de biens et au même prix. Et quand les prix de ces biens progressent, c'est-à-dire quand on passe la barre des 2 millions, ça n'est plus une chute de 30%, mais de 40% à laquelle on assiste en 2012.
Évidemment, vous avez les mêmes tendances, les mêmes chiffres. Nous avons les mêmes tendances sur un panel un petit peu plus large, puisque Richard s'occupe principalement des biens de prestige. Nous avons une baisse de volume sur le premier semestre qui était à 20%, qui est avéré par les statistiques, et sur le deuxième semestre qui devrait se monter à 30%. Donc c'est une tendance qui devrait se confirmer sur 2013 avec des prix stables, qui restent stables sur Paris, qui restent stables sur l'Île-de-France. Ça va baisser, messieurs? Alors moi je pense que ça va baisser, mais je ne pense pas que le marché baisse de façon homogène. Alors, ce que je constate, c'est que d'une part les appartements, les biens de l'ordre jusqu'à 2 millions, on va dire, qui est un budget important, mais relativement accessible pour un Français dirigeant qui réussit bien professionnellement, ou pour un étranger qui a les moyens. Si le bien est de qualité, si il est à un étage élevé, s'il n'y a pas trop de travaux, s'il est dans un environnement résidentiel correct, le prix devrait se maintenir. En revanche, les biens qui sont à un étage faible, qui ont des travaux, qui sont des petites rues sombres, etc., là, ça va baisser. Ça peut baisser de 15 à 20%. Et il y a un autre segment de marché, de mon point de vue, qui risque de souffrir. C'est tous ces grands appartements de 250, 300 mètres carrés et plus, et les hôtels particuliers, par exemple, qui appartiennent soit à des étrangers, soit à des Français qui quittent la France en exil fiscal, dont on a parlé plusieurs fois. Eh bien, ces biens-là vont avoir du mal à trouver des acquéreurs. Et on voit déjà des biens qui baissent de l'ordre de 15 à 20% de ce niveau, de ce type-là. Qu'est-ce que n'aiment pas les acquéreurs? C'est un changement de règle du jeu fiscal, en gros, c'est ça? Oui, l'instabilité fiscale est redoutable et elle gêne principalement les étrangers qui venaient acheter en France et viendront un peu moins. C'est là où il faut peut-être distinguer les biens d'usage, c'est-à-dire les biens qui servent à nous loger et pour lesquels nous trouvons une juste réponse en fonction de nos moyens. Donc ceux-là continueront à se vendre et à s'acheter. Et les biens de prestige qui pourront effectivement voir leur marché se ralentir au vu de cette instabilité fiscale ou de cette pression fiscale, puisque l'instabilité est dépassée depuis la loi de finances pour 2013. Comment se constitue Paris par rapport à d'autres grandes capitales? C'est une très bonne question, puisque finalement, effectivement, Paris se compare peut-être plus encore à des villes comme New York, Londres ou Genève qu'à la France. Et effectivement, on peut... Alors, Paris est un petit peu en dessous en termes de prix, mais je pense que l'attrait pour les étrangers de telle ou telle ville y est pour quelque chose. Je discutais ce matin avec notre directeur général de la Suisse, que vous avez reçu ici sur le plateau, et il m'expliquait qu'il était en contact avec un certain nombre de clients russes qui avaient décidé l'année dernière de s'installer à Paris et qui finalement préféraient s'installer ailleurs, et en l'occurrence sans doute en Suisse. Donc je dirais que la France se positionne de façon normale par rapport à ces villes comparables, New York, Londres, et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les prix aujourd'hui progressent, même sur le prestige. Votre avis également? Oui, c'est égal. C'est le même avis, mais on considère que les étrangers restent très attachés à Paris et même ce marché, un peu en souffrance en ce moment, reste attractif. Et ils y viennent, ceux qui viennent acheter ont des capitaux employés qui leur permettent d'envisager d'acheter dans un marché un peu incertain, avec une fiscalité incertaine. Bon, messieurs, vous m'avez parlé de 2012. 2013, en anticipation, vous n'aimez pas beaucoup ce type de projection, mais c'est un peu ça, c'est des volumes qui restent à l'étiage relativement bas, mais des prix qui se maintiennent. C'est un peu ça que vous voyez, ou une reprise, un démarrage? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2011 a été une année exceptionnelle à tout point de vue dans l'immobilier, à la fois en volume, en nombre de transactions, et en valeur, et en prix. Si l'année 2013 est comparable à celle de 2012 en termes de volume et de prix, on peut juste dire que nous sommes revenus à un niveau presque normal qui était le niveau de 2010. Donc, en espérant que ça ne continue pas à baisser en nombre de transactions. Alors, un marché, c'est toujours un rapport entre l'offre et la demande. La demande s'est calmée, l'offre a explosé, puisqu'il y a beaucoup de choses à vendre aujourd'hui. On a presque doublé le stock de biens que nous avons à vendre à Paris. Donc, forcément, les prix vont se caler par rapport à ce rapport d'offre et de demande. Et puisque le marché va s'éclaircir, les gens sauront
à quelle sauce ils vont être mangés sur le plan fiscal, alors qu'il y a quelques mois, on était dans le flou. Eh bien, je pense que quand le marché s'éclaircit et que l'offre et la demande est claire aussi, eh bien, les choses devraient repartir. Merci, messieurs, d'être venus pour cet éclairage, ce témoignage sur l'immobilier à Paris. On va poursuivre avec d'autres invités dans quelques instants. Voilà, ce plateau de 24 heures chrono est ouvert. C'est un carrefour avec tous les témoignages que nous recevons. D'autres regards. Dominique Brunin, directeur général des associations de chambres de commerce et d'industrie internationale, et également des chambres de l'Union, des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, ce qui est également un axe très, très important. Et Michael Gopilla, directeur pédagogique national de Berlitz France. Quand on bouge, on ne parle pas une seule langue, hein. C'est le principe. Alors, première question, Dominique Brunin, réflexion sur l'adaptation à l'étranger. Quand on bouge, quand on fait des affaires, quand on fait du commerce, on ne le fait pas de la même façon en Asie qu'aux États-Unis, en Afrique qu'en Amérique latine. Ça commence même d'ailleurs aux frontières même de la France. On a un peu tendance souvent à dire que l'Union européenne est un marché unique, homogène. Or, on le sait très bien, les entrepreneurs le savent, vendre en Belgique, vendre en Allemagne, vendre en Espagne, ça n'est pas la même chose que vendre en France. Le marché intérieur, au sens européen du terme, n'est pas une réalité au sens de la pratique des affaires et au sens du comportement des différents interlocuteurs. Il est évident que lorsqu'on va bien au-delà de nos frontières européennes, les référentiels sont différents, les valeurs sont différentes en termes de hiérarchie, individu versus collectif, et donc pour l'homme d'affaires, mais pour aussi l'expatrié qui va faire le choix d'aller s'implanter, s'installer dans un pays. Il y a toute une série de notions, toute une série d'éléments à apprendre, à intégrer. Ce sont des techniques ou des données culturelles? Ou les deux? Ce sont les deux. Ce sont des techniques, des valeurs culturelles, ce sont des valeurs comportementales. Et la technique, en fait, n'est que l'intégration, l'appropriation de ces différents éléments. Mais c'est une des clés de la réussite pour une expatriation. Ça se travaille, ça s'apprend. Il y a bien entendu des formations d'ailleurs qui permettent de se préparer à partir à l'étranger. Et c'est, comme je disais, un élément clé, un élément déterminant de la réussite, parce que de la bonne intégration, de la meilleure intégration possible dans un pays donné pourra résulter le meilleur résultat pour une entreprise. D'un point de vue personnel, une meilleure intégration, une qualité de vie qui s'en retrouvera forcément là aussi améliorée. Et c'est à nouveau la préparation et un état d'esprit. Vous parliez tout à l'heure du faible appétit des Français pour partir à l'étranger. On est très bien en France. La France est un pays absolument magnifique, d'où aussi cette difficulté à se dire je pars, à s'arracher, à rompre les amarres pour découvrir une autre culture et faire sienne cette autre culture. Alors, donc, autre regard, celui de l'acquisition, de l'apprentissage de la langue. Votre groupe Berlitz est l'un des acteurs majeurs dans ce domaine-là. Et vous travaillez dans tous les domaines pour les Français qui veulent s'expatrier, mais également pour ceux qui reviennent, ce qui est plus surprenant. C'est exact. En fait, c'est quelque chose d'assez récent qui a été découvert par les entreprises. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a préparé à l'apprentissage de la langue. Par exemple, je suis expatrié, je pars en Amérique latine, j'apprends l'espagnol ou le portugais. Voilà. Donc pendant très longtemps, on a pensé qu'une bonne intégration, une intégration réussie dans une nouvelle culture dépendait surtout de la langue. Ce qui est vrai aussi, bien sûr. C'est un des piliers. De plus en plus, les entreprises comprennent que la préparation interculturelle est prédominante dans cette intégration réussie. Mais maintenant, on remarque une tendance très intéressante qui est la préparation au retour d'expatriation. Alors, quand on revient en France, on parle français, on pourrait se dire. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a acquis certaines valeurs, on a pu observer certains comportements, on s'est habitué à certains comportements, certaines dimensions interculturelles
ont été favorisés pendant cette expatriation, qui fait que ça change une personne, ça change une famille entière, ça change énormément de gens. Et lorsque nous avons réalisé une enquête il y a quelques années, justement sur le retour d'expatriation, on s'est aperçu que entre 55% environ des personnes qui rentraient en France se retrouvaient dans une situation réelle d'inconfort vis-à-vis, par exemple, de la hiérarchie, vis-à-vis du mode de communication lors d'une réunion, lors d'une présentation d'un produit. Il n'y a pas que la langue, hein, qui a le rapport à l'autre. Vous êtes d'accord? Vous constatez ça aussi? Oui, j'étais au Maroc, c'est pourtant pas très très loin, jusqu'à il y a encore 18 mois, puisque j'étais directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française au Maroc. Le retour en France, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel, est un véritable défi, c'est un véritable enjeu, c'est un challenge. On a perdu un certain nombre d'habitudes qui pour nous sont tout à fait naturelles quand on est ici, et il faut se remettre dans ce bain culturel, dans ce bain d'habitudes, dans ces modes de fonctionnement qui sont devenus finalement d'une certaine façon étrangers. On sous-estime complètement ce retour, étant donné qu'on revient dans sa propre culture, on se dit ça va être facile. J'ai pas oublié la langue, j'ai des amis, etc. Sauf qu'on a manqué beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses dans son pays culturellement, par exemple. On peut avoir certaines références qu'on a complètement manquées pendant 4-5 ans à l'étranger. Et ça se prépare avant le retour. Et c'est un projet qui doit être mis en place pendant l'expatriation pour justement préparer au retour. Et préparer au retour, ça veut dire préparer l'expatrié, préparer le conjoint aussi. On ne sait pas forcément combien de temps ça. Alors, ça dépend, bien évidemment. Il peut y avoir plusieurs années. Plus l'expatriation est longue, plus le retour va être difficile, bien évidemment. Certains Français de l'étranger sont totalement, ou deviennent avec le temps, totalement intransposable à nouveau en France. Les expatriés au sens, non pas entreprise envoyant des cadres ou des collaborateurs, mais les Français qui ont fait le choix de l'implantation durable dans un pays étranger, parfois reconnaissent eux-mêmes, et de l'extérieur, nous, on en fait constat assez souvent, qu'ils seraient tout à fait intransposables, ou qu'ils sont devenus, comme je disais, intransposables au niveau français. Merci pour ce témoignage. Un mot, l'apprentissage du français langue étrangère progresse. Bien, écoutez, oui, absolument. En 2012, on a pu remarquer une augmentation d'à peu près 20% de nos cours de français langue étrangère en France. Ce qui est très intéressant, à Berlitz, on avait toujours eu à peu près 12% de notre chiffre d'affaires qui était réalisé en cours de français langue étrangère. Or, aujourd'hui, une augmentation réelle, due très certainement à la compréhension qu'ont de plus en plus les entreprises étrangères implantées en France, qui pendant très longtemps ont fait confiance à l'anglais comme langue internationale, l'anglais qui pourrait être aussi une langue de management. Or aujourd'hui, à Berlitz, donc, on a affaire à des gens, des entreprises qui comprennent que les employés et les conjoints également, pour réussir leur intégration, pour réussir à manager une équipe, doivent absolument passer par la case français. Merci messieurs. D'autres témoignages dans quelques instants. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Patricia Keltner-Vernet vient de nous rejoindre. Nous allons parler des agents commerciaux, une population très importante dans ce domaine. Également, vous nous les présentez, ils sont très nombreux en France, on n'imaginait pas. Absolument. Les agents commerciaux, en fait, représentent en France 25 000 entreprises qui exercent soit sous forme individuelle, soit sous forme sociétale. C'est une véritable... Alors, quel service rendent-ils aux entreprises, par exemple? Ils sont indépendants? Ils sont indépendants. Ils vont intervenir au nom et pour le compte de l'entreprise pour assurer la commercialisation d'un produit. Donc, quand une entreprise veut découvrir, pénétrer ou, au contraire, aller plus avant
vente dans un marché, l'agent commercial va être une opportunité extraordinaire parce qu'il va apporter à l'entreprise sa compétence dans un domaine d'activité, sa connaissance d'un marché. Vous parliez tout à l'heure des habitudes d'achat dans les différents pays et c'est excessivement important. Donc une entreprise, quand elle va travailler avec un agent commercial, elle va bénéficier en fait de toute sa connaissance des produits, d'un tissu économique, de tout un réseau. Et ça, c'est un savoir-faire que n'a pas l'entreprise. Alors, voilà, à partir du moment où une entreprise va contracter avec un agent commercial, cet agent va apporter à l'entreprise, justement, la connaissance que cette entreprise n'a pas. Dominique Grunin, justement, on ne distribue pas de la même façon, on le disait, on ne s'implante pas de la même façon dans tous les pays, on ne distribue pas, on ne commercialise pas de la même façon non plus. Je crois que d'abord, la première chose sur laquelle il faut insister, c'est que une des difficultés ou un des problèmes du commerce extérieur français, c'est que nous avons... pas fantastiquement en ce moment. Il y a certaines difficultés, mais il ne faut pas non plus... faut faire attention. Le nombre d'entreprises françaises à l'international a considérablement augmenté. Le stock d'investissement français à l'étranger a considérablement augmenté. Le nombre d'emplois créés à l'étranger par les entreprises françaises. Parce que d'une certaine façon, si vous êtes Alstom... Pour vendre en Chine, il faut être implanté en Chine et il faut produire en Chine. Et ça, c'est un autre débat. Mais je crois qu'un des problèmes de l'exportation française, c'est que trop d'entreprises n'ont pas de stratégie. Donc on est sur un coût. Je fais une exportation, c'est une opportunité. Et moi, en tant que patron de PME, PMI en particulier, j'ai eu l'occasion d'exporter mon produit. Je le fais une fois. Je ne m'intègre pas, je ne me projette pas dans une stratégie. Il faut avoir une implantation dans les différents pays sur lesquels on peut éventuellement travailler. Et cette implantation, elle passe par une présence commerciale. Et la présence commerciale des entreprises françaises à l'étranger, elle peut prendre énormément de facettes différentes. On ne distribue pas de la même façon, c'était ma question, pardon, je vous ai interrompu, de la même façon dans tous les pays. On ne distribue pas de la même façon parce que les chaînes logistiques ne sont pas les mêmes, parce que les modes de distribution entre les grossistes, les détaillants, l'existence ou pas de shopping centers, de centres commerciaux, l'existence ou pas de centres-villes organisés, structurés, ne sont pas bien entendu les mêmes en fonction des différents pays. Et ce sont effectivement le grand intérêt pour un entrepreneur français, pour un exportateur français, de passer par une forme d'implantation et un partenariat avec un agent ou un distributeur local, c'est de capitaliser sur la connaissance de ce partenaire étranger, de son marché, de ses habitudes, des différentes pratiques et des différents réseaux. Et c'est une optimisation tout à fait considérable. Alors, qu'est-ce que, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une entreprise qui veut s'approcher de ses agents commerciaux? Comment fait-elle et qu'est-ce qu'elle peut en attendre? Alors, elle va contacter la PAC, n'est-ce pas? Puisque nous avons bien évidemment une base de données de mise en relation entre les mandants et les agents. Alors, ce que l'entreprise va pouvoir attendre de l'agent, c'est ce que vous disiez, c'est en fait la qualité qu'il va avoir pour pénétrer ou consolider un marché. Ça, c'est excessivement important. En plus, par rapport à d'autres professions telles que, par exemple, la notion de distributeur, en fait, l'intérêt de travailler avec un agent commercial, c'est que l'entreprise va toujours garder la traçabilité de ses produits et de ses clients. Et ça, c'est excessivement important puisqu'elle va garder en fait la maîtrise de la facturation au client final. Donc, quand elle va pouvoir dire sur tel pays, je fais tel chiffre d'affaires, et elle va connaître exactement la répartition de son chiffre d'affaires par client et par produit. C'est excessivement important. La relation entre l'entreprise et l'agent commercial reste une relation d'indépendance. Absolument, absolument. Il y a une indépendance, mais en fait, il y a un véritable partenariat, puisqu'en fait, il y a une indépendance, mais il y a une volonté économique de réussite, puisque la volonté économique de réussite, c'est la réalisation du chiffre d'affaires. Puisque l'agent commercial, lui, sa rémunération intervenant lui-même en qualité d'entreprise indépendante, sa rémunération va être un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il va générer au profit de l'entreprise. Donc, il y a une interdépendance de l'intérêt, en fait. Alors, donc, si on veut vous contacter, on contacte la PAC. Absolument, la PAC, dans nos bureaux à Lyon ou à Paris. Et sur votre site. Et sur notre site, absolument. Merci. Après cette nouvelle page de publicité, on poursuit avec d'autres invités. Merci à vous.
Autre invité sur ce plateau, nous accueillons Emmanuel Fakovi, directeur international de Compass. Compass, leader mondial, grande entreprise, que vous nous présentez en quelques mots. Alors Compass, une entreprise créée en 1923 en France, donc bientôt centenaire, qui est spécialisée dans la collecte d'informations marketing sur les entreprises à travers des bases de données et des outils de prospection pour les entreprises au niveau mondial. Alors concrètement, je suis une entreprise, je veux passer la frontière, si je puis dire. Quelle taille critique faut-il avoir pour s'adresser à vous, par exemple? Alors, toute taille d'entreprise. Aujourd'hui, on sait qu'en France, on a à peu près 90 000 exportateurs. 30 000 exportateurs sont des exportateurs occasionnels. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, ont le devoir, ont l'obligation de s'internationaliser pour résister sur leur propre marché, parce qu'il y a une concurrence assez importante maintenant de nouveaux arrivants des pays émergents, mais aussi la nécessité d'aller sur les marchés étrangers pour trouver de nouveaux débouchés. Sachant quel type d'informations allez-vous me donner alors chez Compass... d'aide. Voilà. Nous allons collecter l'information localement dans 70 pays. Donc, nous avons des centres d'appel dans 70 pays. Et nous vous donnons de l'information marketing très profonde sur les pays, sur 150 critères de champ d'information, la taille de l'entreprise, ses effectifs, son activité de manière très précise. Est-ce qu'elle exporte? Dans quel pays elle exporte? Les organigrammes des dirigeants, le nom des dirigeants, les adresses e-mail des dirigeants. Donc on va vous donner vraiment une information très riche, vous permettant de rentrer en contact d'une part avec des clients potentiels, mais aussi avec des fournisseurs potentiels pour optimiser votre supply chain, mais également faire de la veille concurrentielle, puisqu'aujourd'hui, nous savons que les concurrents arrivent depuis l'étranger sur les marchés français. Dominique Brunat, ce ne serait pas historiquement le rôle des chambres de commerce et d'industrie? Je n'essaie pas de vous brouiller l'un l'autre. Hein. Nous avons, c'est le rôle historique, et nous sommes en partenariat dans de très très nombreux pays, et en tant que délégué général de l'UCIF, des chambres de commerce françaises à l'étranger, nous avons en tant qu'UCIF un partenariat avec Compass qui se met en place. Non, absolument pas, d'autant plus que pour pouvoir s'implanter, exporter, il faut connaître le marché, connaître les acteurs du pays que l'on cible. La seule chose sur laquelle je voudrais éventuellement revenir, c'est rappeler quand même la nécessité à la fois de la prudence, de ne pas se précipiter lorsqu'on est un chef d'entreprise et qu'on se fait approcher ou aborder sur un salon à l'étranger ou même sur un salon en France par un distributeur, un agent, un représentant potentiel qui va tout de suite vous promettre éventuellement monts et merveilles en disant je sais faire, je vais vous aider. Je crois que, et même si on est dans une phase de prospection en utilisant les bases de données, je crois qu'il est toujours important de croiser les informations, les valider, les vérifier avec des acteurs, des hommes et des femmes d'affaires localement pour bien vérifier qu'effectivement ce que les chefs d'entreprise disent ou ce qui a été remonté en termes d'informations dans les différents fichiers est bien la réalité des choses. Donc il faut rappeler ça, prudence et ne jamais se précipiter parce qu'on peut toujours faire le mauvais choix. Et lorsqu'on est, entre guillemets, marié avec un partenaire à l'étranger, dans de très nombreux pays, sortir de ce mariage est un vrai casse-tête juridique, fiscal et avec parfois des conséquences tout à fait dommageables. D'autant, Emmanuel Fakovi, que ces données-là peuvent changer également rapidement. Absolument. Donc, c'est l'intérêt de travailler avec un spécialiste de la base de données. On a de plus en plus d'informations disponibles sur Internet aujourd'hui, d'informations déclaratives ou d'informations gratuites. Bien sûr, nous ne conseillons pas de travailler avec cette information. Chez Compass, par exemple, nous mettons à jour annuellement l'ensemble des données sur les entreprises que nous collectons. Par exemple, sur la France, nous avons une base de données à jour à 92%. C'est-à-dire que tous les ans, nous appelons toutes les entreprises que nous contactons. Nous nous développons sur de nouveaux marchés. Nous avons lancé depuis cette année une base de données sur des marchés émergents comme le Brésil. Nous sommes présents au Brésil maintenant, nous sommes présents au Mexique, au Vietnam. Donc nous allons vraiment, avec des entreprises, des partenaires locaux, collecter de l'information très riche et très pertinente sur ces marchés pour justement éviter que nos clients, nos 60 000 clients, fassent de mauvaises affaires. Merci. Donc, on sait à qui s'adresser, à l'un et à l'autre, pour en effet avoir ce type de renseignements. Merci d'être passé sur ce plateau. D'autres invités dans quelques instants. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv.
Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Voilà, nous utilisons pour ces expatriés la terminologie de mobilité, parfois de façon métaphorique. On va vraiment l'utiliser d'une façon très pratique, notamment lorsqu'on s'expatrie et qu'on revient en France, qu'on veut une voiture. Ça a l'air d'un service facile à obtenir. Voici deux spécialistes qui vont nous renseigner sur cette possibilité donc de trouver un véhicule. Michel Gaillou, directeur commercial et marketing de TT Car International, Quai Service International, et Emmanuel Nedelec, directeur commercial et marketing d'une marque également très connue, Europcar France. Messieurs, en quoi vous ressemblez-vous? En quoi êtes-vous complémentaires? En quoi êtes-vous concurrents? Alors, on va commencer déjà parce que vous voulez. Rapidement par expliquer. Vous ressemblez, donc vous avez des véhicules. Exactement. Hein, déjà, globalement, on loue la même chose. C'est déjà pas mal. C'est notre premier point commun. Rapidement, pour comprendre ce que nous proposons tous les deux, finalement, c'est une offre pour assurer la mobilité de tous les expatriés qui reviennent en France. Et ils reviennent en France pas seulement une fois par an, mais parfois plusieurs fois par an en France. Ils ont besoin d'un service tout inclus. Ils sont là aussi pour se faire plaisir, ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes, donc ils ont envie d'avoir des packages avec des assurances, avec des prix compétitifs, ils ont aussi des problématiques de budget. Ils restent généralement sur des durées un peu plus longues, on va dire, que la moyenne que l'on peut constater au niveau touristique ou au niveau business. Donc voilà, on a, à travers la marque Europcar et ses 500 stations, développé ces produits spécifiques pour accompagner finalement. Vous faites du sur-mesure, quoi. Exactement, c'est du sur-mesure, c'est tout à fait ça, avec la possibilité de prendre son véhicule dans une station, de le laisser ailleurs, la possibilité de choisir également parmi une flotte très très large, qu'on dispose de près de 35 000 véhicules en moyenne en flotte. De très nombreuses villes également. Exactement, ils vont choisir leur modèle, on est multimarque. Donc ils auront toute cette flexibilité et tout l'accueil et la qualité de service associés à ces 500 stations en France. Et puis la réassurance d'une marque comme Europcar qui va leur garantir une sérénité pendant tout leur séjour en France. Michel Gaillou, est-ce que je me trompe en disant que vous offrez une solution un peu différente, peut-être de location de longue durée, mais je crois qu'on n'a pas le droit de le dire. Non, c'est pas une location longue durée. On peut la considérer un petit peu comme une location longue durée. La différence avec les loueurs comme Europcar, j'en parle très facilement parce que dans notre activité, nous proposons les deux formules, et location et véhicule entêté. Vous travaillez ensemble parfois? Nous travaillons, nous sommes parfois, nous sommes grands partenaires, donc c'est pour ça qu'on est tout à fait libre d'en parler. La différence donc avec le TT, c'est que le véhicule est neuf. Le TT, hein, il faut... Alors les fameuses plaques rouges que vous voyez circuler sur les routes de France. Le véhicule est neuf, le client choisit la marque. Il y a 3 marques principales qui proposent ces formules. Il y a Peugeot, il y a Citroën et il y a Renault. Et Dacia, en petite quantité désormais. Donc les clients choisissent le modèle, ils choisissent leur motorisation, ils choisissent leur cylindrée, leur finition de voiture. Sur catalogue finalement, ils choisissent. C'est sur catalogue. Alors, nous avons un site internet qui explique très bien tout cela, qui présente tous les modèles. Le client, lui, par contre, le TT devra le prendre à partir de 17 jours si c'est Citroën, à partir de 21 jours si c'est Peugeot. Et on a un délai un petit peu supérieur à la location, puisque la voiture étant achetée, le client doit fournir des documents, parce que tous ces immatriculations TT dépendent de la douane. Donc on fiscalement, c'est plus intéressant. Alors, c'est fiscalement intéressant parce que c'est hors taxe, mais c'est un achat-rachat. Le constructeur s'engage à reprendre le véhicule à la fin du séjour. Donc le client, en fait, a un véhicule neuf de son choix. Voilà la grosse différence avec... C'est un marché important pour l'un et l'autre, ces expatriés qui reviennent? Alors oui, c'est un marché important. Nous, on fait globalement Europcar en France, on fait entre 2500 et 3000 locations par an, qui sont clairement positionnées quand même
sur la période de haute saison, on va dire de juin à septembre. Donc oui, c'est un marché important pour nous. Ce sont des durées, comme le disait mon collègue, qui sont bien supérieures à la normale. Donc c'est aussi une partie intéressante pour un loueur courte durée comme Europcar. Et non pas 24 heures ou 48 heures comme dans notre cas. Exactement. Nous, c'est des durées, on commence à la différence de la partie TT, on commence à 3 jours. Et on va être compétitif jusqu'à globalement 30-45 jours. Donc oui, ce sont des durées intéressantes, c'est une clientèle intéressante. Il y a aussi une partie des expatriés qui ont un pouvoir d'achat relativement important, qui viennent aussi en France pour retrouver leur famille, retrouver leurs amis, qui ont aussi envie de se faire plaisir et qui vont parfois aussi s'orienter vers des véhicules un peu plus haut de gamme, et sur différentes prestations différentes d'un client lambda. Et donc pour vous, générateur d'une valeur ajoutée, peut-être par rapport à d'autres véhicules. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi une dernière chose, c'est que ce sont aussi des clients qui sont déjà aujourd'hui clients dans les pays où ils résident de la marque Europcar, qui est présente dans 140 pays. Donc c'est des gens qui ont une habitude également et qui retrouvent logiquement en France, lorsqu'ils rentrent, la marque qu'ils connaissent au quotidien. En fait. C'est une activité importante. En 2012, il y a eu un peu plus aux alentours de 40 000 immatriculations TT qui ont été faites par les marques que je vous citais tout à l'heure. Il faut savoir que le TT n'est pas exclusivement réservé aux expatriés. Il est réservé aussi aux gens qui résident dans les dom-toms et aux touristes étrangers qui viennent visiter la France, plus largement l'Union européenne. Donc l'expatrié en lui-même représente, on va dire, une vingtaine de % de ces immatriculations TT. Donc c'est un marché quand même assez intéressant et qui permet aux constructeurs de faire connaître aussi les nouveaux produits et aux étrangers aussi de connaître les modèles. Voilà. Merci messieurs, donc deux marques au service de cette expatriation, d'où votre présence dans ces 24 heures chrono en tant également que partenaire. Nouvelle page de publicité avant de conclure ces 24 heures chrono. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Voilà, conclusion de ces 24 heures chrono, je le disais, Henri Bazère qui nous a rejoint. Nous vous avons retrouvé au début de cette heure, à différents moments de l'émission. Vous travaillez pratiquement avec toute votre équipe pendant une année pour préparer ces 24 heures chrono. Non, pas tout à fait une année. Plus de 4 mois sont nécessaires. Il faut savoir qu'on contacte plus de 800 personnes à travers le monde pour monter ces 24 émissions. On a reçu près de 200 vidéos de Français et d'étrangers, donc c'est important. 91 sont diffusées. D'autres sont... ça sur le site, hein, puis cette émission directe, mais pendant une année, on peut... Pendant une année, on va sur mondissimo.com, sur l'une de nos web TV, mais surtout sur mondissimo.com, et on clique après sur le site des 24 heures chrono. On va retrouver toutes ces émissions. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que il y a effectivement de très nombreuses connexions en direct. Donc, ça a marché, donc ces 24 heures. Voilà, je viens d'avoir les résultats par la régie. On est à plus 12%, sans compter cette émission, 248 000 connexions en 2 jours, donc de gens qui sont connectés en direct. Voilà. Et ce qui représente simplement 10% tous les ans, à peu près, de ce que nous faisons sur l'année. À partir de demain, on a la VOD. Donc ça, c'est très important parce que les gens en ont entendu parler. Certains recherchent avec le référencement sur des réseaux sociaux, Google et d'autres, justement une destination parce qu'ils veulent partir à Miami, s'installer, ils veulent partir au Chili, ils veulent partir au Québec, etc. Et en fonction des mots-clés, que ce soit des problématiques d'enseignement, des problématiques de création d'entreprise, de visa, eh bien, ils retrouvent les différentes émissions que nous avons fait tout au long de ces années, puisque ça fait 7 ans que nous sommes en collaboration avec TV5, on est très contents, et de réussir ce challenge de 24 émissions en 2 jours. Un grand merci aux journalistes, parce que... toute l'équipe qui est mobilisée ici. 19 personnes de la régie également, parce que c'est quand même un travail fastidieux, mais je crois que ça remporte
un très grand succès. Donc c'est près de 250 000 connexions. Voilà, près de 250 000 en direct, et ça représente à peu près dans l'année environ 250 000 à 300 000 connexions à travers le monde. Voilà, donc c'est installé comme un partenaire, donc ça répond à un besoin de ces Français expatriés. Oui, ça répond à un grand besoin parce que effectivement, au-delà simplement de la crise, parce qu'on pourrait penser qu'il y a un peu plus de départs, il y a toujours eu beaucoup de départs pour des raisons diverses, que ce soit pour l'enseignement, pour que ce soit la création. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, il y a un petit peu plus de départs pour surtout des créations d'entreprises, pas tellement pour des problèmes d'évasion fiscale, mais plus pour des créations d'entreprises. Les gens sont incités justement à essayer de créer leur entreprise à l'étranger, vu les difficultés qu'ils ont sur le territoire national. Voilà. Déjà un mot, un regard sur la 8e édition. Je dirais c'est collégial au niveau des décisions. On va demander à nos partenaires, on a 40 partenaires, donc on les remercie d'avoir justement soutenu Mondissimo depuis 7 ans. Donc on demande à la fois que ce soit aux chambres de commerce françaises à l'étranger, que ce soit aux conseillers du commerce extérieur, voilà, à tous les acteurs importants, tous les réseaux de commerce international. Quelles sont les destinations porteuses pour les entreprises d'une part, mais également quelles sont celles qui créent plus d'emplois que d'autres? Parce qu'il y a des pays, on a beaucoup traité le Canada cette année, il y a beaucoup d'emplois au Canada, il y a beaucoup de ponts vers le... Et dans les pays émergents, on peut penser à également, la Chine, à d'autres... Exactement, pays émergents également, on l'a vu avec Canton cette année. Donc, voilà, donc ça, de belles aventures à vivre, voilà. Et pas forcément dans les destinations auxquelles on pensait spontanément préalablement. Non, exactement. Vous voyez, cette année, on a fait la Sibérie. On a fait la Sibérie. On ne pensait pas qu'il y avait un tel accueil et de tels débouchés en Sibérie. Donc voilà. Donc ça, c'est surprenant, et puis ça nous permet également de chasser des idées reçues, d'avoir envie de partir sur des contrées que les gens ne connaissent pas, et de voir autre chose simplement. De faire rêver également les gens sur des horizons qu'ils vont découvrir avec nous. Donc vous les ferez encore rêver l'année prochaine. On les fera rêver l'année prochaine. Avec ces 24 heures chrono en partenariat avec TV5 Monde. Merci d'avoir conclu cette session. Je vous laisse le soin, vous, d'apporter la toute dernière conclusion en tant que patron de ces 24 heures. Écoutez, la conclusion que je peux avoir, tout simplement, c'est que regardez-nous tout au long de l'année. Regardez TV5 Monde, et je pense que là, vous allez découvrir un petit peu des gens heureux qui participent justement à cette grande aventure de la mobilité internationale. Merci. Voilà, merci.